Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Sophie. Sophie est prof de yoga, praticienne chamanique et de reiki. Elle nous parle de sa faculté à lire les espaces, à sentir la signature énergétique des gens, de ce pouvoir de ressentir la mouvance et l'appartenance à quelque chose de plus grand qu'elle. Sophie nous explique comment cette capacité de travailler avec l'énergie, le chi ou le prana est présente en chacun d'entre nous. Pour nous le prouver, elle nous guide d'ailleurs dans une petite expérience pour sentir l'énergie dans nos mains. Nous discutons aussi de sa fascination pour l'odeur de la terre, le monde invisible, le monde imaginaire, qui l'ont amené vers les voies de manipulation de l'énergie. Nous abordons avec simplicité et humilité le chamanisme, comme elle le dit, une des plus anciennes pratiques spirituelles de l'humanité. Elle nous explique le Reiki, son histoire, et comment elle l'incorpore à sa pratique. Pour que chacun trouve sa porte d'entrée vers une lecture de la nature et de l'humain, pour voir au-delà de ce qui est uniquement visible devant nos yeux. Son blog, Yes Yoga Bien-être, est une mine d'or d'informations et d'astuces sur les arts du mouvement et du bien-être. Alors c'est un grand oui qui se dessine sur nos lèvres et résonne dans nos cœurs quand on écoute ces paroles magnétiques. Bonjour Sophie, je suis enchantée de te recevoir. Tu es prof de yoga, de méditation, de reiki, tu es thérapeute. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots et nous parler un peu de ton parcours ? Oui, bien sûr. Bonjour Claire Vie, je suis ravie d'être là. Du coup, j'ai regardé tes différentes émissions avant et je me suis dit que j'allais essayer de me présenter de manière plus lunaire parce qu'on parle toujours de ce qu'on fait, enfin, ce côté solaire de la vie, de ce qu'on a réussi, de ce genre de choses. Je me suis dit, bon, je vais essayer de me présenter de manière plus lunaire. Évidemment, la présentation reste quand même relativement solaire. C'est un élément qui, moi, me parle beaucoup aussi, le soleil. Donc voilà, donc j'essaie de me présenter de manière plus lunaire. Euh, donc voilà, moi j'ai grandi dans une grande maison avec un grand jardin et ça sentait bon, ça sentait la terre, on grimpait dans les frangipaniers quand on était petite. Et voilà, moi j'aimais le soleil, la mer, le vent sur la peau, j'aimais l'odeur de ce jardin qui était humide. Et j'aimais beaucoup ces moments magiques à l'aube et au crépuscule parce que j'ai grandi dans les tropiques et il fait bon. Il fait pas froid à l'aube ni au crépuscule, il fait bon. Et c'est des moments que j'ai toujours trouvé magiques. Et j'ai beaucoup, ça m'a beaucoup, ces moments magiques m'ont beaucoup marqué. Et cette vie avec les copains et tout ça. Et j'ai gardé cette envie de créer des espaces dans lesquels on est bien, dans lesquels on se retrouve soi et dans lesquels on retrouve les autres, des espaces où l'énergie circule bien, où l'énergie est agréable à vivre. Et du coup, j'ai aussi gardé cette sensibilité à lire les espaces énergétiquement, et aussi à capter les lieux, les moments, les énergies des gens dans tout ça. Et du coup, j'ai fait des études pour devenir paysagiste, hein, et j'ai exercé aussi le métier de paysagiste pendant relativement longtemps. Et donc, cette envie de créer des lieux conviviaux, des lieux où on est bien pour soi, pour les autres, et c'était l'idée derrière ma vocation première. Et puis au fil des projets, au fil de la vie, j'ai vécu en Europe du Nord, du Sud, j'ai vécu en Asie, en Californie, aux États-Unis, et tout ça, du coup, je suis devenue prof de yoga, et puis je suis devenue prof praticienne de Reiki, de shiatsu, et puis prof de Reiki. Et puis voilà, et du coup, aujourd'hui, j'écris, j'enseigne, je donne des cours, je donne des soins euh, dans les arts du mouvement, enfin la chamanisme. Euh, voilà, donc ça reste quand même assez solaire, mais je voulais parler
du côté énergétique de mon parcours et voilà. D'accord. Et tu parlais des énergies, que depuis toute petite, tu avais cette connexion avec ces énergies. Ça a été une vocation d'emblée ou alors c'était inné pour toi? Alors tu as travaillé un petit peu pour y devenir encore un peu plus sensible, pour pouvoir les manier, pour pouvoir les travailler. Ça s'est passé comment tout ça? Moi, je pense que quand on est enfant, mais même aujourd'hui, tout le monde a la capacité de lire l'énergie. J'explique souvent ça dans des cours que je donne, qu'on a tous cette capacité à lire l'énergie. Quand on rentre dans une salle de concert, alors je sais qu'on ne fait pas trop ça en ce moment, mais quand on rentre dans une salle de concert, il y a une énergie qui est palpable. On est tous venus voir des artistes. Puis quand ils montent sur scène, c'est encore plus. Et puis, on peut lire aussi l'énergie quand on rentre dans une pièce et que deux personnes viennent de se disputer. Donc voilà, on est tous capables de lire l'énergie. Après, est-ce qu'on écoute ou pas, c'est notre histoire, mais on est tous capables de la lire, l'énergie. On est tous capables de la sentir dans les mains aussi. Si tu veux, on peut faire un exercice dessus plus tard pour tes auditeurs, pour voir. Mais on est tous capables de ça. Et personnellement, je pense qu'on est tous nés avec une signature énergétique. Donc, on peut être plus soleil, plus lune, enfin, plus, je sais pas, terre, plus. Enfin, je pense qu'on a chacun une signature énergétique. Et je suis sûre que quand tu penses aux gens que tu connais, tu dis, ah non, mais elle est très air, ou elle est très terre, ou elle est mélangée, soleil, lune, enfin, je sais pas, enfin, on a plein de façons. Et je pense qu'on est tous nés avec une certaine signature et aussi une certaine sensibilité aux énergies. Parfois, on aime plus la musique, on aime plus le mouvement, on est plus dans le visuel, plus dans le toucher. Et je pense qu'il y a plein de façons de lire l'énergie on en est tous capables en fait. Et après, ça dépend de comment on l'écoute en fait. Ouais. Et Et pour moi, peut-être c'était vraiment, oui. oui, j'allais dire, peut-être justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer avec, nous guider avec un petit exercice pour sentir l'énergie dans nos mains, si ça t'embête pas? Oui, oui, bien sûr, on peut faire ça. Alors, on va commencer. On peut se frotter les mains. On s'assoit bien grand. Et puis doucement, on commence à juste écarter un petit peu les mains. C'est un exercice qu'on fait, qui se fait dans le Qigong, par exemple, et on peut le faire dans plein de disciplines différentes. Et juste sentir un peu le magnétisme qu'on a dans les mains. On n'est pas obligé d'éloigner beaucoup les mains, on les garde tout près, et on va sentir une sorte de magnétisme, comme quand on met deux aimants nord-sud l'un sur l'autre, qui se repoussent donc pour expliquer la sensation, ou qui s'attirent peut-être aussi, ça dépend. Moi, ça se repousse généralement, mais qui peuvent s'attirer peut-être. Peut-être qu'on sent le chaud, peut-être qu'on sent du froid. Et puis on voit, on travaille juste, on éloigne un petit peu les mains et on voit comment on ressent cette énergie qu'on a dans les paumes des mains. Et puis on peut jouer avec, vous pouvez créer une toute petite balle de chi, le prana, l'énergie, le chi du Qigong, ou bien on peut l'élargir et voir comment ça se ressent. Et donc c'était un exercice, on se refrotte les mains, puis on peut relâcher les mains sur les cuisses. Et c'est un exercice qui est très simple et qui réveille, je pense, tout le monde à la capacité qu'on a d'avoir ce chi, de cette énergie qu'on a dans les mains. Alors quand on fait du reiki, on utilise les mains par exemple, mais si on parle des chakras aussi dans le yoga ou dans toutes les médecines énergétiques, ce sont des chakras secondaires qu'on a dans les mains. Et du coup, voilà, on ressent l'énergie, on peut les lire par exemple dans les mains. Alors après moi, mon histoire personnellement, j'ai c'est sur ces moments magiques dont je me souvenais de mon enfance, par rapport à la nature, à l'odeur de la terre aussi,
et ce rapport avec les mondes imaginaires, parce que quand on est enfant, moi j'ai toujours pensé que tout le monde était comme ça, qu'on est on est dans ces mondes imaginaires. Moi j'avais une fascination pour les choses qui étaient invisibles, qui se disaient pas en fin de compte. Et puis j'avais le sentiment enfant de capter des choses qui étaient plus grandes que moi en fait. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était normal, hein, que les enfants c'était toujours comme ça en fin de compte. C'est seulement des années plus tard où je discutais avec une copine, puis elle me disait, mais non, c'est pas comme ça pour tout le monde. Mais bon, moi je pense vraiment qu'on a tous cette capacité à lire l'énergie. Après, maintenant, cette copine qui me dit, mais non, pas tout le monde fait comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, on a tous la capacité à la ressentir et à l'écouter. Et après, c'est ce qu'on en fait qui dépend de soi. D'accord. Et du coup, tu conseilles de faire ce petit exercice avec les mains régulièrement pour déjà s'approprier un petit peu cette sensibilité avec l'énergie, ou il y a d'autres petites choses qui pourraient être faites pour, je sais pas, capter l'énergie de la nature, l'énergie des personnes. Ça dépend vraiment de chacun. Je pense que chaque personne aime faire les choses différemment. Ça, c'est un exercice que je propose quand j'enseigne dans une salle, par exemple, parce que c'est très facile. On a toujours nos mains sur soi. Maintenant, je pense que quand on enseigne dehors, par exemple, je suis pas sûre de faire celui-ci parce que on peut écouter un arbre. Donc bon, ça dépend vraiment. Alors, est-ce que oui, pourquoi pas faire ça tous les jours? Si ça vous parle, faites-le tous les jours, c'est absolument super. Si c'est se connecter à l'énergie de l'aube hein, qui vous parle, et ben c'est ça qu'il faut faire tous les jours. Donc ça dépend vraiment et il y a tellement de façons de faire qu'il faut trouver celle qui vous parle et c'est ça votre porte d'entrée. Hmm. Et Hmm. dans ta présentation, tu parlais aussi que tu pratiquais le chamanisme. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, bah, comment s'est passée ta rencontre avec le chamanisme et bah, aussi expliquer peut-être ce que c'est pour les auditeurs qui ne le sauraient pas? J'adore parce que on me demande toujours c'est quoi? Mm. Parce que tout le monde connaît le mot en fait, Oui. mais c'est toujours surprenant en fait. Et puis moi je suis une femme normale, hein, j'ai des enfants, j'ai un autre travail, enfin, donc c'est toujours très drôle. Eh bien le chamanisme, je pense, et c'est ce qu'on dit aussi, c'est une des plus anciennes pratiques spirituelles de l'humanité. Avant toutes les religions qu'on avait, on avait des hommes et des femmes médecines qui s'occupaient de la tribu, qui s'occupaient du groupe en fait, du groupe social. Et, euh, et on comptait sur ces hommes et ces femmes médecines pour la survie de la tribu parce que, bah, je sais pas, on connaissait pas, on savait lire les étoiles, mais on n'avait pas Google Maps pour trouver où était, je sais pas, la source d'eau par exemple. Et du coup, on comptait sur ces femmes et ces hommes qui étaient près de la nature, qui savaient communiquer, lire la nature, l'écouter pour trouver où était le gibier, par exemple, pour survivre, ou si c'était la bonne saison pour planter, ou pour appeler la pluie, peut-être. Et donc, on comptait vraiment sur ces personnes-là qui faisaient donc office je pense, de conseillers, de médecins, de psy, certainement, et puis aussi de cérémonialistes pour les choses heureuses, puis aussi pour les décès, des choses comme ça, pour aider les gens à passer dans l'autre monde. Et, euh, et voilà, c'est vraiment une pratique qui est très ancienne et qui est aussi très ancrée dans un rapport à la nature, puisque on peut lire les étoiles, enfin je sais pas comment ils fonctionnaient tellement à l'époque, euh, pour communiquer avec la nature, parce qu'on vivait beaucoup plus près de la nature à l'époque. Alors, je sais pas, peut-être toi, au pied des Pyrénées, tu vis proche de la nature. Moi, je vis dans un environnement qui est relativement urbain quand même. Et, euh, et donc oui, c'est ça. Donc c'est vraiment la plus ancienne pratique spirituelle de l'humanité en fin de compte. Alors le mot chaman lui-même vient d'un peuple de Sibérie et ça veut dire ceux qui voient dans le noir ou ceux qui voient avec le troisième œil ou ceux qui voient avec le cœur. Et donc c'est vraiment ça aussi. C'est ça la signification. C'est celui qui sait voir au-delà, qui sait voir parce qu'on n'est pas, qui sait qu'on n'est pas que le monde n'est pas juste le monde visible en fait et que pour vivre en harmonie avec tout et ben
il faut être en harmonie aussi avec le monde qui n'est pas visible en fin de compte. Et c'est ça, les chamans et les chamanes, ils font des cérémonies. Ils font des cérémonies dont la principale est celle du voyage chamanique. Donc, quand le chaman va dans d'autres, discute avec des esprits dans d'autres dimensions et que dans ces autres dimensions se fait le soin, et que se pose la question, on a une divination, on a une question à poser, et c'est dans ces autres dimensions que la réponse vient via, je pense, selon les praticiens et selon les chamans, par leurs guides, par des esprits de la nature, par ouais, les entités avec lesquelles ils travaillent de manière compassionnelle et avec la lumière, en fait. D'accord. Et du coup, Ouais. c'est ta sensibilité avec ces énergies qui t'a permis d'aller vers cette voie-là, d'aller rencontrer des guides, que ce soit, je sais pas, des animaux totems ou d'autres guides spirituels, c'est bien ça? Je pense que comme c'est une ancienne pratique de l'humanité, on est tous dans l'humanité, donc on a tous cette capacité à le faire. Euh, Après, maintenant, on dit toujours que le chaman, c'est la personne qui sait le faire, mais qui obtient des résultats en plus, quoi. Mais on a tous la capacité à discuter avec son guide. Et c'est comme un bon pote, quoi. Tu, Ça se cultive, la relation se cultive. Je veux dire, si ton pote, tu l'appelles une fois tous les 5 ans, c'est pas la même chose que si tu lui parles tous les jours. Et si tu lui amènes des cadeaux, c'est pas la même chose que si tu penses pas trop à lui, en fait. Et c'est la même chose, en fait. Tu cultives ta relation avec ton guide, tes guides, ou tes animaux totems, ou les énergies avec lesquelles tu travailles. Euh, et puis, et puis, il travaille avec toi, via toi, en fait. D'accord. Et on avait parlé aussi du Reiki, c'est une manière complètement différente de travailler avec les énergies, ou alors il y a des côtés qui se rassemblent avec le chamanisme. Enfin, déjà, qu'est-ce que c'est le Reiki exactement? Alors, le Reiki, c'est une technique énergétique, japonaise, qui a été découverte ou redécouverte par Mikao Usui, qui est un japonais qui a vécu à la fin du 19e siècle et qui a redécouvert cette technique ou qu'il a élaborée dans sa façon et la façon dont on l'apprend souvent aujourd'hui. Évidemment, ça se passe de génération en génération, donc à chaque fois, en fait, ça change forcément un petit peu. Euh, Suite à sa recherche, sa quête spirituelle, d'après l'histoire qui dit que sa quête spirituelle l'a amené à étudier différentes disciplines et puis finalement à aller méditer en haut d'une montagne. Et en haut de sa montagne, le mont Kusama, qui est juste en dehors de la ville de Nara, à côté de Kyoto, au Japon, et ça se visite aujourd'hui. Il a médité sur cette montagne 21 jours et au bout du 21e jour, il a eu une révélation. Donc l'histoire dit qu'il a vu une grande lumière et que cette énergie traversait son corps, est sortie par les mains et qu'il est redescendu de la montagne, il s'est fait mal, il s'est soigné lui-même par imposition des mains. Et la légende continue, il dit il a été invité par une famille. Je suppose que la montagne elle est assez haute peut-être et qu'il a fallu plusieurs jours pour redescendre. Il croise des villageois dont une fille est malade et il la soigne aussi par la position des mains. Et que du coup, par la suite, il a donné sa vie à soigner les malades et puis à former les gens. Et c'est à partir des peu de gens qu'il a formés, qui ont formé d'autres personnes, et ensuite le Reiki est arrivé en Occident, d'après ce que je comprends moi, surtout via via les États-Unis, via l'Amérique du Nord, et puis il y a aussi des écoles qui continuent au Japon. Donc ça, c'est l'histoire du Reiki, en gros. Est-ce que c'est différent? Pour moi, tout est énergie, tout est vivant. Je pense que tout se mélange en fin de compte. Et bien sûr, moi, les gens qui viennent me voir, non, ils veulent du Reiki. Bon, bah, j'en fais du Reiki, quoi. Mais ça peut arriver que pendant la séance, je vais voir un animal totem, en fin de compte, parce que tout est lié, en fin de compte. Et tout est ouvert, comme ça. Bon, si la personne vient pour le Reiki, je vais lui dire, tiens, bah, j'ai vu
il y a une girafe qui est arrivée pour toi. Mais comme c'est une séance de Reiki, je vais pas aller parler à la girafe, quoi. Je vais finir le soin. Si elle me parle, je vais l'écouter, quoi. Mais je vais pas passer mon temps à voir si la girafe, elle a un truc à me dire, etc., etc., quoi. Je vais continuer à faire le soin, plus de Reiki. Mais dans mon expérience, en fait, ça se mélange, quoi. Euh, tout est énergie, en fin de compte. Et bon, on appelle ça le Reiki, d'autres appellent ça le magnétisme, on appelle ça, etc., etc. Et, bon, la différence avec le chamanisme, c'est qu'en chamanisme, on pose une question très claire. On veut quelque chose, donc on demande. En Reiki, souvent, on donne une intention. Euh, on, on est un peu moins actif, peut-être. Dans le chamanisme, le praticien est assez actif, quoi. Genre, il y a le tambour, il y a des trucs qui se passent. Genre, il y a des chants, enfin peut-être, je sais pas, il y aura du souffle, je suis quasiment sûre. Il y a des choses qui vont se passer, quoi. En Reiki, ça peut être très, très tranquille, hein. On peut poser les mains, l'énergie circule. Le soin lui-même va se dérouler de manière un peu différente. Est-ce qu'on peut faire les mêmes choses avec du chamanisme et du Reiki? Je pense que oui. Je pense qu'on peut faire je pense qu'on peut faire les mêmes choses. On ne donnera pas les mêmes noms aux choses. En chamanisme, on va parler d'animal totem, de récupérer ton âme d'enfant qui est partie parce que tu as vécu un traumatisme, etc., etc. On parlera pas comme ça en Reiki. Mais est-ce que l'âme de l'enfant peut revenir en Reiki? Ouais, moi je pense. Je pense que tout est possible. Ouais. Et justement, tu aurais en tête des petits changements ou des grands changements que tu as vus chez les clients, chez les personnes qui sont venues te voir, que ce soit pour du Reiki, du chamanisme ou même dans toutes tes façons de travailler avec l'énergie? Euh, Oui, forcément, il y a, on voit, je vois des allègements, ça veut dire des allègements dans des inconforts physiques, hein, parce que parfois on vient, ah, j'ai mal à machin, est-ce que, tu vois. Donc souvent on voit un allègement des inconforts physiques, un meilleur sommeil, ouais, moins d'anxiété, une plus grande énergie aussi, et puis simplement, bon, si la personne le ressent comme ça aussi, le fait que l'énergie coule plus facilement, plus fluidement dans son propre corps et parfois dans sa propre vie aussi. Euh, on voit aussi des allègements énergétiques. On voit que la personne, elle a les yeux qui pétillent, quoi. Elle a récupéré quelque chose, elle a récupéré une joie, plus de joie. Et puis parfois, c'est aussi un approfondissement sur l'impression d'être connecté au monde, d'être connecté à un tout, d'être connecté à la nature, sentiment de paix, des clarifications aussi, quand on fait des séances de questions pour aider à faire des choix, des clarifications. Et puis quand on est clair sur ce qu'on fait, on a toujours plus l'énergie pour le faire. Et du coup, oui, bien sûr, le client, il va réussir à réussir, en fait, parce qu'il va émettre l'énergie, en fin de compte. Euh, et puis il y a aussi beaucoup d'émotions, ça pleure beaucoup, ça rit beaucoup. Il y a toujours plein d'histoires, en fait, et ça peut être des mots qui sont très touchants, parce que parfois, on va parler à l'enfant qui avait 7 ans, quoi, et c'est émouvant que l'enfant de 7 ans, bah, il revienne maintenant pour être avec toi, et toi, t'as 40 ans, enfin, tu vois, et c'est émouvant. C'est très émouvant, c'est beaucoup de joie, beaucoup de larmes, il y a beaucoup de bonheur. Puis bon, parfois il n'y a pas que des choses faciles, hein, c'est des choses ouais, qui peuvent être très émouvantes, peut être émues par un conseil, par les paroles, puis juste aussi par l'impression, par le fait de savoir qu'on est tenu, qu'on est aimé par des guides, par des animaux, par la nature, par le monde en fait. On n'est pas seul. Je pense que je vois beaucoup ça. D'accord. Et tu Mm. parlais de la nature et quand tu t'es présenté aussi, et je te remercie, tu as présenté ton parcours côté lunaire. Est-ce que toi tu travailles avec la lune? Est-ce que c'est une énergie qui t'est familière, que tu aimes manipuler? Moi j'aime bien, oui, oui, moi j'aime bien la lune. Euh,
par où commencer avec la lune. Oui, j'aime beaucoup les cérémonies avec la lune. J'aime bien regarder la lune quand on la voit, quand elle n'est pas derrière un bâtiment. Oui, c'est un corps céleste qui est fascinant. Et j'ai un rapport avec la lune, oui. Alors je suis pas scrupuleusement les lunaisons, mais généralement je sais quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Si je le sais pas, mon mari va me dire, tu crois pas que c'est la pleine lune là? Parce qu'il trouve que tout le monde est un peu dingue. Et il me dit, tu crois pas que c'est la pleine lune? Et je vais être là, ah, peut-être, ouais. Parce qu'il me dit, non, ils sont fous au supermarché, là. Bon, là, je pense que tout le monde est vraiment fou au supermarché, mais il me dit, non, mais tu crois pas que c'est la pleine lune, là? Donc, je suis pas scrupuleusement ni pour me faire couper les cheveux, ni pour mes plantes, etc. Mais, en fin de compte, si, je vais quand même savoir quand c'est la pleine lune et la nouvelle lune. Après, la lune montante, je suis peut-être pas être au courant complètement. Moi, j'aime bien charger mes cristaux à la pleine lune. Les pierres et tout ça, j'aime bien les charger à la pleine lune. Moi, ils prennent le soleil, la lune, prennent un peu de tout, prennent la pluie, je crois aussi. Moi, j'aimerais regarder la lune à la pleine lune. Et puis en fait, ma vie, elle est relativement liée à la lune parce que finalement, mon fils est né à la pleine lune et ma fille à la nouvelle lune. Et c'est pas des naissances qui étaient programmées, en fait. Donc, ils sont vraiment nés le jour de la pleine lune et le jour de la nouvelle lune. Et c'est très drôle. J'ose pas en avoir un troisième parce que je sais pas ce qu'il y a d'autre après. Il y a quoi, la demi-lune. Et du coup, ouais, la lune, ouais, moi je me sens connectée à son énergie. Et aussi, là, on enregistre ce podcast, on est dans une période un peu particulière, c'est la période du confinement avec le Covid-19. Comment tu la vis, toi, cette période, si on peut en toucher quelques mots Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de choses différentes qui viennent avec cette période de confinement. On a été confinés à différents moments, dans différentes parties du monde. Donc, j'ai des amis un peu sur tout le globe. Pas tout le monde est confiné. La famille et les copains en Afrique le sont pas. Donc, beaucoup de choses différentes. Des incertitudes, du stress ambiant, même si on connaît ou on connaît pas les gens qui ont le coronavirus. Il y a ce stress ambiant, puis tous ces malades, les gens qui meurent seuls hein, dans des lits d'hôpitaux ou chez eux, ils meurent seuls, ils sont pas entourés par leur famille. Donc il y a beaucoup de ce type d'énergie. Puis ce temps à la maison qu'on passe avec les siens, hein, c'est notre énergie aussi. Puis on a cette respiration pour la planète. Je crois que l'air est plus propre. Il n'y a pas que moi qui l'ai trouvé, je crois. On entend plus d'oiseaux chanter. Enfin, moi, en lieu urbain, on remarque qu'il y a un petit peu moins de bruit. Ouais, c'est un peu cette chance d'écouter la terre quand on peut, quoi. D'écouter la terre, d'écouter soi un peu. Enfin, moi, il y a beaucoup de bruit à la maison hein, quand on essaie de tous travailler à la maison et faire l'école à la maison. En fin de compte, c'est complètement différent pour moi que pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant et j'ai des copines, c'est waouh, elles sont au chômage technique, elles découvrent plein d'activités. Bon, moi, en réalité, je suis encore plus occupée qu'avant, mais bon, on n'a jamais été autant liés par quelque chose en commun partout dans le monde. Et voilà, il y a beaucoup de choses différentes qui viennent avec cette situation. Et moi, j'espère qu'on sortira tous pas pour retourner à la même vie, mais pour j'espère qu'on saura faire des choix qui peuvent être meilleurs pour soi, meilleurs pour les autres, meilleurs pour l'environnement, quoi, pour la planète aussi, on peut vivre plus en harmonie. J'espère qu'on va traverser ça pour en sortir avec quelque chose de vie plus en harmonie et pas juste se dire non, moi je veux absolument retourner à ma vie d'avant. C'est quand en France? 11 mai? le 11 mai. Je sais pas quand. Ouais. Je sais pas. J'espère qu'on retournera ou c'est une chance de faire autre chose en fait. Ouais, le confinement. C'est un bon message et peut-être une autre question. En période plus habituelle, plus normale, tu as des routines de bien-être qui t'aident à te centrer, à être plus à même de capter les énergies, à te sentir bien tout simplement. Hein. Alors oui, j'en ai plein. Je crois que je pourrais passer ma journée à faire ça, mais bon, la réalité fait que j'ai que 24 heures dans ma journée et j'en dors pas mal, donc le reste, je suis occupée. Donc oui, je garde un minimum essentiel chaque jour. Si je dois au moins faire une chose par jour, c'est un nettoyage énergétique.
Ça, c'est tous les jours, quoi. Et puis, j'essaie de garder aussi un peu de yoga, un peu de méditation tous les jours aussi. Après, le reste, bah, je mange raisonnablement, on va dire. Je fais du sport. Ouais, je dessine, je travaille, j'écris. Euh, je m'occupe de mes plantes. Mais vraiment, ce que je fais vraiment tous les jours, c'est le nettoyage énergétique, le nettoyage de mon espace, donc la maison dans laquelle où on vit, le lieu de vie, un peu de yoga, un peu de méditation. Ça sera vraiment la routine principale que je vais avoir tous les jours, même si ça dure pas très longtemps. Et parfois, ça ne dure pas très longtemps parce qu'il n'y a pas très longtemps. Et il y a une question aussi que j'aime bien poser. Est-ce que tu as des conseils de lecture ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, si tu en as quelques-uns en tête? Dans les livres, si vous voulez lire sur le chamanisme, il y a le livre de Michael Harner qui, je crois, est traduit en français. Alors, en anglais, c'est The Way of the Shaman. Alors, en français, ça doit être La voix du chaman. Michael Harner, Michael Harner. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Il habitait pas très loin de où j'habitais en Californie. Les autres livres aussi sur le chamanisme sont ceux de Sandra Ingerman, donc Sandra Ingerman, qui est une grande prof de chamanisme, elle est toujours en vie. Ses livres à elle. Ouais, ça c'est sur le chamanisme. Après, sur le yoga, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ça dépend vraiment de ce de ce qu'on veut lire en yoga. Moi, j'aime bien les livres pour enfants. Mais je crois qu'ils sont pas traduits, ceux-là. C'est des livres pour enfants qui s'appellent I Am Yoga, I Am Human, I Am Love. Et il y a toute une série d'une femme qui s'appelle Susan Verde. Et c'est des livres pour enfants qui sont illustrés par un illustrateur qui est assez connu aussi, dont j'ai oublié le nom. Et ça, c'est des livres de yoga et de, de pleine conscience pour enfants qui sont très sympas, très abordables, colorés aussi, très, très chouettes. Ouais. Et tu as des projets, des choses vers lesquelles tu es particulièrement curieuse en ce moment? Enfin, vers quoi ton regard est tourné aujourd'hui? Alors moi actuellement, vraiment, c'est de passer la plupart de mes cours en ligne, hein, puisque là on se rencontre plus en live, donc passer tout en ligne. Donc c'est beaucoup de techniques, enfin enfin, de la technique quoi. C'est pas la même chose que de donner un cours en personne. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'occupe en ce moment. Donc c'est très sur la technologie. De passer quelques-uns de mes cours, de mes ateliers en ligne. Donc je pense que en ce moment, je fais un atelier de méditation, enfin une série de méditations en ligne. Je vais passer, je pense, mon cours sur les chakras aussi en ligne. Proposer aussi peut-être une intervention sur ce qu'est le chamanisme en ligne, puisque il y a toujours beaucoup de curiosité autour de ça. Et donc vraiment, je suis en train de passer en digital et c'est un plaisir pour moi parce que ça fait des années que je me dis qu'il faut le faire. C'est pas moi qui ai demandé le coronavirus hein, pour avoir le temps de faire ça, mais du coup ouais, c'est maintenant que je fais ça et c'est cool parce que je vais pouvoir toucher encore plus de monde en fait, partout, vraiment partout dans le monde en fin de compte, parce que je sais que à travers mon blog, mon site web, je touche beaucoup de gens dans les pays francophones, essentiellement en Europe en fin de compte. Mais en fin de compte, je suis pas tellement en Europe en fait. Et du coup, c'est très cool aussi de pouvoir faire ces choses en ligne parce que du coup, je pense que je vais pouvoir proposer à, à ceux qui me lisent en Europe aussi d'approfondir ces choses ensemble. Et puis, sinon, oui, je réfléchis aussi à une collaboration avec une amie qui est acupunctrice et herboriste pour un livre pour les femmes. Bon, on n'a pas encore vraiment décidé quoi. Voilà, plein de choses. Beaucoup de jolis projets en tout cas, on a hâte qu'ils voient le jour. Et puis justement, où les auditeurs peuvent te trouver s'ils ont envie de te trouver sur Internet?
Alors, ils peuvent me trouver sur mon site web qui s'appelle yesyogabienêtre.com. Je suis aussi sur Facebook où je poste des liens de ce que j'écris sur Facebook aussi. Les événements, je crois que je dois les poster, puis d'autres choses. Si d'autres personnes font des choses, parfois je partage. Oui, essentiellement là-dessus. Après, je suis aussi sur d'autres sites, les sites, mais c'est des sites plus régionaux où on est des thérapeutes ensemble. Donc vraiment, c'est sur mon site, oui, yesyogabienêtre.com et Facebook associé. Voilà, il y a des vidéos, il y a beaucoup d'articles, énormément d'articles. Il y a sur plein de choses, sur le chamanisme, sur l'énergie en général, sur yoga, beaucoup sur yoga, différentes pratiques du yoga, la méditation, le pranayama. Et là, je mets en ligne, du coup, plus de choses. Donc, il y aura plus de vidéos gratuites qui seront bientôt. Et puis bientôt, les cours sur les chakras. Et c'est vrai que enfin, ton site est vraiment très intéressant par rapport à tous les mudras, par rapport au mantra. Il y a beaucoup de choses sur le yoga et c'est comme ça que moi je suis venue à te connaître aussi. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu partages et puis on mettra de toute façon Merci. en lien dans les notes du podcast. Donc merci encore pour cette conversation, Sophie. Merci beaucoup, Claire-Vie. Une petite annonce pour clore ce podcast. Vous souhaitez apprendre l'auto-hypnose, développer vos capacités et votre potentiel? En vous rendant sur la page des notes de l'épisode de ce podcast ou à l'adresse clairviyoga.com/psychonote, PSYCHONAUTE, un petit cadeau vous est offert. Votre premier mois gratuit sur Psychonote, la première plateforme d'auto-hypnose en ligne. Aujourd'hui, Psychonote, c'est plus de 2000 personnes qui, chaque semaine, vivent des expériences hors du commun. Pour profiter de votre cadeau, il vous suffit de vous rendre sur la page clairviyoga.com/psychonote et de suivre les instructions pour devenir un psychonote. Vous serez alors invité à commencer vos expériences d'auto-hypnose avec le module Les bases. Vous pourrez ensuite faire les thèmes de votre choix, gestion des émotions, motivation, animaux totems. Je vous souhaite de très belles expériences sur cette plateforme. Entrada.